Merci de cette présentation. Effectivement, je suis Gérald Bronner et je suis professeur de sociologie. Donc, un peu en sociologue, il a été dit que je travaillais avec des physiciens. C'est vrai, je suis pas physicien moi-même et je m'intéresse pas non plus à la physique, je n'ai pas cette prétention. Par contre, on a besoin de physiciens pour comprendre notamment la façon dont l'information se diffuse et dans l'espace public et tenter de la modéliser mathématiquement. Hein. J'ai enseigné les statistiques, mais les modèles statistiques qui sont impliqués dans ce genre de modélisation dépassent très largement mes compétences. Tout ça pour vous dire qu'en fait, finalement, aujourd'hui, une des caractéristiques du progrès scientifique, c'est qu'il est éminemment pluridisciplinaire et que, partant de là, il n'y a peut-être pas lieu de s'étonner qu'un spécialiste en effet du cerveau et qui est un spécialiste, disons, des sciences sociales puisse dialoguer, et j'espère qu'ils le feront de façon riche pour vous. Et on a intérêt, parce qu'on a beaucoup d'ambition ce matin, hein, on a l'intention de vous parler de l'identité humaine, ce qui est quand même un peu gonflé. D'où le titre d'ailleurs, l'homo creatibus, vous verrez ce que ça signifie pour nous tout au long de notre exposé. Et je commencerai en vous disant que nous autres, les êtres humains, nous avons un problème identitaire fondamental. Ça date pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça prend, disons, un aspect, une science tout à fait particulière. Et c'est quoi ce problème identitaire? C'est où est-ce que nous nous situons entre notre animalité, parce que nous sommes aussi des animaux, mais nous ne sommes pas des animaux tout à fait comme les autres, du moins c'est ce que nous avons longtemps pensé, et où nous situons aujourd'hui face au développement de l'intelligence artificielle. Ne serions-nous finalement que des machines sophistiquées? C'est évidemment une question qui est fondamentale, qui est même métaphysique en quelque sorte. Avons-nous une âme? Sommes-nous plus que la somme des parties qui nous composent? Ce sont des questions qui sont très intimidantes et donc on s'est posé depuis bien longtemps. Commençons par le rapport que nous avons avec les animaux. Par exemple, pourquoi sommes-nous différents d'eux? Est-ce que nous avons été créés séparément les uns des autres, comme il est raconté par exemple dans de grands récits mythologiques que sont les monothéismes? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables de parler avec eux? Qu'est-ce qui se passe? Alors si on prend entre toutes les mythologies possibles, et Dieu sait que l'humanité a été, comment je dirais, très généreuse en termes d'imagination, hein. Il y a plus de 3000 dieux qui ont été inventés. Bon, parmi ces 3000 dieux, nous sommes dans un espace culturel où il y en a un en particulier, qui est grosso modo celui de la Bible. Alors qu'est-ce que dit la Bible à propos de notre rapport aux animaux? Elle dit que, dans un temps très ancien, celui du paradis, du jardin de l'Éden, vous en voyez là une représentation très célèbre de Wenzel Peter, qui est une peinture que vous pouvez voir au musée du Vatican. Eh bien, il fut un temps où les hommes et les animaux cohabitaient pacifiquement et à égalité. Tellement à égalité qu'ils pouvaient communiquer les uns avec les autres, en réalité. Il n'y avait pas de séparation nette entre les hommes, qui sont des animaux, et les autres. Puis, vous connaissez l'histoire, il s'est produit un petit problème, qui d'après la mythologie chrétienne est ce qu'on appelle un problème fondamental, hein, puisque c'est celui du péché primordial. Quel est ce péché? C'est simplement le fait que Ève et Adam ont croqué dans un fruit. Ça n'a rien à voir avec le fruit de la sexualité ou quelque chose comme ça. Vous voyez, Adam et Ève, c'est vrai, sont nus à ce moment-là comme des animaux. Ils n'ont pas besoin de se revêtir, ils n'ont pas honte de leur corps. Ça veut surtout dire qu'ils n'ont pas sens du bien et du mal à ce moment-là. Et si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que ce fruit dont il est question, c'est très précis. C'est l'arbre dont il est question, c'est l'arbre de la distinction du bien et du mal. Donc le fruit dont il est question fait sortir l'homme de l'animalité parce que tout à coup, il a conscience de l'empire moral. Et il devient, si on suit la Bible, comme un Dieu. Alors Dieu, ça lui plaît pas du tout. Hein. Donc il nous punit. Et nous sommes encore à nous demander, dans le fond, au fur et à mesure des siècles, et des millénaires qui sont censés avoir suivi cet épisode tragique, qu'est-ce qui nous distingue des animaux? Donc pendant longtemps, en tout cas dans la culture chrétienne, ce qui nous distinguait des animaux, c'était le sens moral. Puis il y a eu d'autres spéculations dans l'histoire de la philosophie, par exemple. Rappelez-vous que pour René Descartes, eh bien dans le fond, les animaux ne sont rien d'autre que des machines. C'est la théorie de l'animal-machine. Alors vous voyez cette image un peu humoristique, la théorie des animaux-machines, tu connais, et le cochon lui répond, ça manque pas un peu de graisse, hein. Ce qui veut dire, c'est est-ce qu'un animal n'est que l'ensemble des mécanismes biologiques qui le constituent, et nous autres, les hommes, nous aurions un supplément d'âme, qui se logerait peut-être dans la glande pinéale, dans la théorie de Descartes, mais peu importe. Eh bien, cette représentation des choses a été, il faut bien le dire, grâce à la science du XXe siècle et du début du XXIe siècle, relativement battue en brèche, notamment par les éthologues
hein, qui travaille sur le comportement animal. Même si ces propositions sont encore relativement controversées, eh bien, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les animaux ont beaucoup plus de sensibilité qu'on ne le pensait. Ils sont capables de mémoriser, ils sont capables d'avoir des stratégies d'une certaine façon. Hein. Et même, certains disent qu'ils sont capables d'avoir un sens moral, en tout cas pour certains singes, par exemple, ou pour les éléphants. Et donc, vous voyez que les frontières qui nous séparaient de l'animalité sont en train de s'évaporer. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes des animaux comme les autres, mais ça nous rappelle que nous sommes évidemment des animaux. Et cela suscite d'ailleurs de nouvelles revendications de la part de groupes organisés, des humains cette fois, qui revendiquent des droits nouveaux pour les animaux. On les appelle, vous les avez peut-être vus, les animalistes, voire même, pour les plus radicaux d'entre eux, les antispécistes. Les antispécistes, ce sont des groupes de militants qui prétendent que, dans le fond, il n'y a pas de hiérarchie fondamentale entre les animaux et nous. De sorte que la vie d'un chien ou d'un chat vaudrait autant que celle d'un enfant humain ou d'un humain. Il compare le spécisme, dont nous serions la plupart d'entre nous les défenseurs, au racisme, disent-ils. Pendant longtemps, on a cru qu'il y avait aussi des races, entre guillemets, qui étaient supérieures aux autres. Tout ça a été effacé. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'effacerait pas aussi les frontières entre les espèces ? Une question à laquelle je ne répondrai pas, mais qui est relativement déstabilisante. En tout cas, ça donne lieu à de nouvelles formes d'idéologie qui peuvent se traduire par une détestation de l'homme. Hein, vous voyez qu'on est dans une fragilité identitaire. Regardez, ça, c'est une photo que j'ai prise près de chez moi, tout simplement, et qui, disons, on va dire, caricature un peu, comme ça, une fresque évolutive avec un homo habilis à gauche, et puis peu à peu, voilà, une progression, et on voit un homme ventru, chauve, et qui porterait dans sa main, je suppose, un sac McDonald's. Hein, je vais pas interroger l'artiste, mais on voit qu'il y a un certain mépris pour ce que l'homme est devenu, et il n'y a plus de doute quand on regarde la dernière image, c'est un porc, et c'est marqué, là je suis pas un très bon photographe, donc j'ai coupé un peu, c'est marqué « humain né récemment ». Et c'est une forme, ce que j'appelle dans un de mes livres, l'anthropophobie, la détestation de l'homme. Ce qui est paradoxal, c'est que cette détestation, elle vient de l'homme lui-même. Ce qui prouve bien que nous sommes dans une forme de confusion identitaire, et ça c'est à notre gauche, hein, c'est entre le marteau et l'enclume, et à notre droite, bien, il y a la question des intelligences artificielles qui se développent. Alors ça date pas d'aujourd'hui, hein, en réalité, le fait finalement de déléguer un certain nombre de nos actes à des robots, c'est assez ancien, ça date du XVIIIe et du XIXe siècle, et puis ça a suscité toutes sortes de rêveries. Par exemple, quand on imaginait l'an 2000 en 1900, eh bien, on imaginait, ça c'est une image un peu sexiste, hein, que la femme serait libérée d'un certain nombre de ses tâches qui lui étaient dévolues, à savoir les tâches quotidiennes, se coiffer, se laver, laver le sol, faire la vaisselle, etc., etc. Tout ça serait externalisé, finalement, algorithmisé. Hein, toute notre puissance physique, les gestes physiques pourraient être externalisés. Et dans le fond, cette vision, même si ça ne s'est pas réalisé tout à fait comme ça, elle est relativement exacte, puisqu'on a des machines à laver la vaisselle, des machines à laver le linge, etc. Toutes sortes donc de robots qui ont pris le relais de notre activité physique. Alors ça, c'est vrai pour les tâches quotidiennes, c'est vrai aussi, c'est ce qu'on imaginait en tout cas pour l'agriculture, n'est-ce pas? Et là aussi, ça se passe pas tout à fait comme ça, mais c'est pas tout à fait inexact qu'un certain nombre de nos actes, disons qui relèvent de la pratique agricole, ont été mécanisés. Hein. Donc on voit que finalement l'humanité peu à peu est dépossédée d'un certain nombre d'actes qu'elle produit. Ça pose pas tellement de problèmes quand on parle d'actes physiques. On voit bien en quoi cette dépossession est une forme de libération. Hein. On veut bien être libéré de ces tâches-là. Ça pose un peu plus de problèmes quand, puisque c'est notre actualité, nous pourrions aussi être dépossédés par les intelligences artificielles d'activités cognitives cette fois. Et c'est aussi ce qu'imaginaient d'ailleurs nos ascendants. En 1900, vous voyez comment on imaginait l'éducation, ça fait pas tellement envie. Alors, je voulais juste savoir si c'est précurseur ou pas, si c'est exact ou si ça se rapproche de ce qu'on fait aujourd'hui. En tout cas, on imaginait qu'on broierait des livres et que ça arriverait par une sorte de flux, sans doute électrique ou électromagnétique, on ne sait pas, dans des casques, et ça arriverait directement dans le cerveau de nos enfants. Là, on sent le caractère un peu dystopique hein, de cet imaginaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet imaginaire, il révèle une grande crainte, qui est tout à fait présente aujourd'hui, celle d'être dépossédé en partie par les intelligences artificielles. Est-ce qu'elles vont prendre notre place? Est-ce qu'elles vont prendre conscience, par exemple, tout à coup hein? Toutes les fictions contemporaines qui mettent en scène des intelligences artificielles nous racontent en quelque sorte ce danger.
que ça soit Matrix, 2001 Odyssée de l'espace, ou même Terminator. Donc comme dit la chanson, entre cette enclume de l'animalité qui réclame de plus en plus de droits et celle de l'intelligence artificielle qui éventuellement nous menace, eh bien, quelle est notre place là-dedans, Pierre-Marie? Merci Gérald, et bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus, de rester éveillés à l'heure qu'on vous parle. La question qu'on essaie de dessiner, enfin en tout cas le profil qu'on essaie de dessiner pour le futur de l'humain, c'est pour répondre à cette idée que le thème général de cette convention, quel est le visage futur de l'humanité. Vous comprendrez que pour répondre à cette question, qui est quand même un vaste chantier, on est obligé d'associer plusieurs savoirs, celui des sciences sociales, représenté à ma droite, et puis celui des sciences naturelles, qui concerne la neuroscience, et plus exactement cette science qui est née d'une force centripète où tous les savoirs fondamentaux convergent vers un seul objet d'étude qui est le cerveau. Et aujourd'hui, force est de constater que cette force centripète est en train d'être renversée en force centrifuge, puisque de cette compréhension de l'organe, on est en train maintenant de diffuser vers d'autres savoirs, à comprendre par exemple comment le cerveau prend des décisions, mais non plus en tant qu'un sujet unique, mais un sujet dans un écosystème, qu'il soit dans l'environnement, et cet environnement peut être fait d'autres humains. Donc il y a des propriétés qui vont être des propriétés émergentes du fait de vivre en groupe, et ce que nous aimerions faire avec vous durant cette petite heure, c'est d'esquisser les enjeux futurs de cet humain qui n'a de cesse que de vouloir travailler avec l'autre, de tendre la main vers l'autre, sachant que l'autre peut être aujourd'hui fait d'une machine. Est-ce que le futur de l'humain n'est pas non pas d'être phagocyté, d'être englouti par la machine, mais est-ce que le futur de l'humain n'est pas justement de tendre la main à la machine et de coévoluer? Donc ceci serait assez unique dans l'odyssée de l'espèce humaine. En tout cas, c'est une question, une réflexion qu'on vous soumet, et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce point au moment des joutes oratoires. Simplement, ce que j'aimerais vous rappeler en guise de préambule, c'est l'odyssée de l'espèce humaine. Vous savez qu'il y a 2,5 millions d'années, Homo habilis, donc il habile, colonise l'Afrique, et puis à peu près 300 000, il y a à peu près 300 000 ans, pardon, c'est l'Homo erectus qui invente donc la bipédie, qui va être un conquérant, un marcheur sur la planète. Donc vous voyez, En Marche existe déjà, et il va coloniser ainsi l'Europe et l'Asie. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite on aura 300 000 ans à peu près le Néandertal, qui va être celui qui va inventer la pensée symbolique, qui va inventer la sépulture, qui va inventer l'art, et qui va inventer finalement la famille, le groupe. Donc, ce qui est intéressant, et je reviendrai beaucoup sur ce point-là, c'est que on a déjà une espèce humaine qui cherche à s'associer ensemble, parce qu'ensemble on est plus fort, et ça c'est évidemment pas vous que je vais chercher à vous convaincre, vous en êtes certainement déjà convaincus. Et puis, à peu près entre moins 50 000 et 100 000 ans, on a l'homme de Cro-Magnon qui va arriver, et qui va finalement, quand on regarde l'histoire, être dominant et éradiquer toutes les différentes espèces qui ont tenté aussi leur chance, comme Cro-Magnon, et c'est Cro-Magnon qui va dominer sur la planète, qui va être l'unique conquérant. Alors beaucoup d'anthropologues et d'autres savoirs cherchent à comprendre comment le Cro-Magnon, l'homme moderne, a pu dominer et finalement éradiquer les autres tentatives de l'humanité. Comment ça s'est fait? Alors, on a d'abord pensé que, parce que le Cro-Magnon devait avoir un dispositif cérébral, un cerveau beaucoup plus développé,
il a été donc mieux doté intellectuellement des fonctions cognitives, d'adaptation, d'intelligence adaptative, etc. Et en fait, force est de constater que, en tout cas avec les critères que l'on a de ces vestiges, on peut s'apercevoir que le Néandertal avait un cerveau de 1500 cm3, plus gros que celui de Cro-Magnon, 1350 cm3. Donc c'est pas la taille du cerveau qui permet d'expliquer la position hégémonique et dominante de Cro-Magnon. Alors après, on a pensé qu'il avait des fonctions physiologiques plus adaptées lorsqu'il y a eu des variations climatologiques. Et en fait, là aussi, quand on regarde le patrimoine génétique qu'on est capable aujourd'hui de décrypter chez Néandertal, on s'aperçoit qu'il était métaboliquement, physiologiquement plus adapté à l'adversité des changements du climat, notamment la période glaciaire. Donc c'est pas non plus, on prend la pilosité, etc. Donc c'est pas tous ces critères physiques ou physiologiques qui permettent d'expliquer la position hégémonique de Cro-Magnon. Eh bien, en fait, on s'aperçoit que, comme je pris soin de vous dire qu'il y avait déjà des tentatives d'ébauche avant Cro-Magnon sur la notion de famille, de groupe, eh bien, on s'aperçoit que Cro-Magnon a pris cette position hégémonique parce que il a été capable de devenir une espèce hyper-sociale. Et cette hyper-socialité a fait qu'il a pu justement être dans le partage, dans la collaboration. Il a pu se rendre compte que quand il partait à la chasse, à 2 ou 3, eh bien si un, en marchant, venait de perdre une arme, un javelot ou je ne sais quoi, eh bien l'autre pouvait le ramasser parce qu'il avait s'était déjà mis dans la peau de celui qui venait de perdre son arme et de se dire que tiens, face à un prédateur, j'aimerais pas être à sa place sans une arme. Donc c'est la possibilité d'avoir des inférences sur les intentions de l'autre, partager les émotions de l'autre. En fait, tout ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de l'empathie, de la compassion en termes religieux, mais qui sont ce dispositif, qui est l'émergence d'un dispositif dans le cerveau de Cro-Magnon et donc de l'homme moderne, de cette capacité de se mettre à la place de l'autre. Et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on peut imaginer que l'homo creativus, l'homme moderne qui va dépasser et transcender juste la fabrique des outils, l'homo faber, pour devenir quelqu'un qui est capable de créer, c'est parce qu'il est capable aussi d'être dans une forme de résonance et de partage de l'information pour qu'ensemble on puisse trouver des valeurs ajoutées et avoir des phénomènes que l'on qualifie d'émergents. Donc c'est assez important de voir que finalement le moteur de l'humanité, ça a été la collaboration, ça a été contre un autre moteur, et là je reviens sur la distinction qui a été faite dans l'introduction de Gerald sur l'animal et l'humain. L'humain, si vous voulez, la loi dans la nature, c'est justement la sélection, c'est l'élimination du plus faible, c'est ça les lois naturelles. Et finalement, l'humain a décidé d'opter pour un autre mode opératoire qui n'est plus l'émergence de cette sélection, mais qui va être au contraire la collaboration, le partage. Et c'est comme ça qu'on va décider d'inventer l'éducation. Et c'est comme ça que la Renaissance arrivera, l'invention du livre et la diffusion du livre. C'est-à-dire qu'on est toujours animé par cette idée qu'il va falloir partager le savoir, mais plus que partager, il va falloir à chaque fois l'améliorer, l'augmenter. Et donc c'est ce qu'on appelle la culture cumulée, c'est-à-dire que le fait que l'on ait des outils, que l'on ait des idées qu'on va nous transmettre, on viendra nous-mêmes rajouter une dimension qui est personnelle de notre histoire et rendre plus complexe ainsi ce qui a été créé dans le passé. Donc l'idée que l'humain va être capable de créer, on reviendra sur cet aspect-là tout à l'heure, important, créer des machines par exemple à son image, donc par anthropomorphisme ou par biomimétisme d'abord, on regarde un peu ce qui marche dans la nature et ensuite on va aussi, parce que comme je vous l'ai dit, l'humain a cette projection facile de projeter ses intentions, de les voir ses intentions également chez l'autre, eh bien cette dimension-là va être aussi le moteur qui va permettre de créer des outils, créer des robots à l'image de l'humain. Et rappelez-vous que l'intelligence artificielle, par exemple, n'est rien moins que l'architecture, l'organisation de notre pensée, puisque les premiers à développer les ébauches d'intelligence artificielle telles qu'on les connaît maintenant sont les linguistes.
qui ont travaillé au MIT et qui ont capitalisé sur les travaux d'Alan Turing, qui est le père fondateur évidemment de l'informatique et de l'intelligence artificielle, mais ces travaux-là ont pu émerger parce que on a projeté en fait l'idée qu'on avait de son propre cerveau sur cette machine-là. Donc c'est en fait une vieille aventure qui est celle de l'externalisation des fonctions organiques de l'humain, que ce soit le squelette avec l'outil, parce que je prends une massue, je prolonge mon avant-bras, donc ça c'est l'externalisation du squelette. Ensuite, l'externalisation du muscle, c'est l'invention de la machine, l'évolution industrielle. Et puis plus récemment, l'externalisation des fonctions cognitives au travers du digital. Donc voilà un tout petit peu comme mise en bouche, l'idée que finalement l'humain produit des outils. N'oublions pas, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a ce souci d'externaliser. Et la deuxième, c'est le souci de travailler en partage, en collaboration. Et ce que l'on voit aujourd'hui émerger dans nos sociétés sont justement des outils qui sont des appuis mentaux pour être plus tournés vers l'autre. Oui, mais le sociologue est tout à fait d'accord, ce qui vient d'être excellemment dit. Je crois qu'effectivement le cœur de ce qui nous intéresse et ce qui nous fait peur, c'est ce processus d'externalisation, parce que intuitivement nous faisons une grande différence entre l'externalisation de nos actes physiques et l'externalisation de fonctions cognitives. On a l'impression que l'externalisation des fonctions cognitives est en quelque sorte une forme de dépossession de notre identité. Est-ce que nous sommes nous-mêmes, en quelque sorte, des robots? Et c'est vrai que cette externalisation des processus cognitifs, elle a largement commencé. Prenez, par exemple, dans vos métiers, la sélection en première instance des curriculum vitae, dans 95% des cas pour les grandes entreprises, elle est traitée par une intelligence artificielle qui recherche des mots-clés. Ah bah oui, pour accélérer, tout simplement, accélérer les choses. Remarquez, il y a certaines entreprises qui recrutaient sur la base de l'astrologie ou de la graphologie. Je préfère avoir affaire à une intelligence artificielle, personnellement. Et ben, ça se discute. Admission post-bac. Oui, ah oui, non, alors, ok. Oui, là, j'ouvre pas le dossier, on échange là, le dossier très, très polémique, effectivement, de l'insertion de nos étudiants dans les filières universitaires. Donc, nous pouvons nous sentir dépossédés, et c'est vrai que c'est un peu inquiétant, d'une certaine façon, puisque certains économistes, notamment aux États-Unis, ont indiqué dans les prospectives que 45% des emplois aux États-Unis allaient disparaître dans les 20 prochaines années, pour des raisons justement d'algorithmisation d'un certain nombre de tâches cognitives. Peut-être que certains métiers, dit-on, vont être amenés à devenir, si ce n'est à disparaître, à devenir de plus en plus rares, comme les traducteurs, par exemple. Ou certains métiers juridiques. Enfin, toutes sortes de tâches, en fait, qui peuvent être exercées, et peut-être mieux que nous, par des intelligences artificielles. Mieux que nous, c'est difficile à dire, hein. Ça fait un peu mal de dire cela, mais que l'intelligence artificielle soit supérieure dans l'exécution d'un certain nombre de tâches algorithmiques, c'est évident. Par exemple pour les machines, hein, les chaînes de montage, etc. Ça aussi sont des gestes que nous faisions avant à la main, par l'artisanat, et que les machines font plus efficacement que nous. Hein. Les gains de productivité gigantesques qui ont été obtenus l'ont été évidemment en partie par la robotisation, et pas que par ça. Alors, qu'est-ce qui va nous rester? Je dirais que c'est pas forcément qu'une mauvaise nouvelle. Il y a peut-être une raison de se réjouir, c'est que dans le fond, si on peut dire qu'on est dépossédé, mais on peut dire aussi que nous allons être soulagés. Pas seulement dépossédés, nous allons être soulagés d'un certain nombre de tâches qui peuvent aussi encombrer notre esprit. Et paradoxalement, on pourrait dire que les robots, les intelligences artificielles vont nous rendre plus humains. C'est-à-dire qu'elles vont permettre collectivement nous abandonner, je ne sais pas à quelle échelle, je ne suis pas Nostradamus, mais dans le futur, disons, elles vont nous permettre de nous abandonner à ce que nous savons faire de mieux et ce que les animaux ou les intelligences artificielles ne savent pas faire. De quoi je parle? Je parle non pas des tâches algorithmiques, mais des tâches heuristiques, c'est-à-dire celles qui impliquent la créativité, par exemple, qui impliquent le fait de trouver des solutions totalement inédites face à un problème, et de ne pas s'abandonner à des routines mentales. Vous allez me dire, mais les intelligences artificielles, par exemple, il y a une intelligence artificielle qui est capable d'improviser de la musique, du jazz. Et les professionnels disent que c'est relativement bluffant. Oui, elle improvise, mais elle ne crée pas de nouveau. En fait, elle improvise, c'est-à-dire qu'elle crée de l'inédit, mais pas du nouveau. C'est-à-dire
qu'elle puise simplement dans une base de données gigantesque et qu'elle recompose. Il y a des machines, par exemple, qui sont capables de jouer du Bach, des nouvelles partitions de Bach. Elles n'existent pas, mais ça sonne comme du Bach. Voilà. Mais que je sache, aucune machine pour l'instant n'est capable de créer le requiem de Mozart, par exemple. Donc, nous pourrions, et c'est ça la bonne nouvelle, devenir plus humains grâce aux robots. Seulement une question fondamentale se pose, et de nouveau, je vais être obligé de vous inquiéter un peu, c'est que d'accord, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va être soulagé d'un certain nombre de tâches, donc le temps de cerveau disponible, comme dirait l'autre, va avoir tendance à augmenter. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce temps de cerveau? C'est là éventuellement un élément d'inquiétude. Si on regarde l'histoire de l'humanité, ça fait depuis un certain nombre d'années maintenant que le temps de cerveau disponible tend à augmenter. Tout simplement parce que notre temps de travail tend à diminuer, nous sommes plus productifs, parce que l'espérance de vie, elle tend à progresser, n'est-ce pas? Parce que notre temps de sommeil tend à être réduit, et tous les temps aussi accordés à la physiologie ont tendance à réduire. Ça, c'est peut-être le caractère un peu négatif. On a des vies de fous, on consacre moins de temps à la nourriture, on dort moins, mais d'un autre côté, on vit plus longtemps, etc., etc. Enfin, tout cela produit du temps de cerveau disponible. Et qu'est-ce que nous en avons fait jusqu'à présent? Ben, il y a du très bon et du très mauvais. Voilà. Le très bon, c'est probablement, par exemple, l'augmentation tout à fait remarquable du temps consacré à l'apprentissage, ce qu'on appelle l'éducation. Nos enfants, eux-mêmes, nous avons été confrontés à un temps d'apprentissage beaucoup plus long que celui de nos ascendants au XIXe siècle, par exemple. Et ça, on peut considérer que c'est une bonne nouvelle. Mais d'un autre côté, je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle, je laisse là votre appréciation, le temps de cerveau consacré à la fiction en général, par exemple à la télévision, a beaucoup augmenté depuis qu'elle a été créée. Et ce qu'on constate évidemment, c'est que pour la première fois d'ailleurs dans l'histoire de l'humanité depuis que la télévision a été inventée, on a vu une classe d'âge qui consulte un autre média que la télévision. Cette classe d'âge sont les plus jeunes, et cet autre média, c'est Internet. N'est-ce pas? Donc on peut se demander cette disponibilité de l'information qui est absolument colossale. Songez qu'on a produit plus d'informations au début des années 2000 que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Au début des années 2000, en 2005, on produisait 150 exabits de données, ce qui est considérable. En 2010, on en avait produit 8 fois plus. Et on est en 2017 aujourd'hui. Donc il y a une incroyable massification de la disponibilité de l'information, mais la question est, avec ce temps de cerveau disponible, quel type d'information nous allons aller chercher? Et c'est là le problème, parce que précisément, est-ce que nous allons nous abandonner à des tâches de type heuristique? Alors qu'est-ce que c'est une tâche heuristique? Ben, je vais vous montrer un problème typique que vous connaissez sans doute tous, donc je vais aller très vite là-dessus. Et si je vous pose la question, comment trouver 4 triangles équilatéraux avec 6 allumettes? Bon, tous ceux qui ont lu Bernard Werber, Les Fourmis, connaissent la réponse à cette question. Alors là, vous pouvez essayer de résoudre à l'aveugle, comme ça, justement en utilisant des routines mentales de type algorithmique. C'est-à-dire que vous allez faire toutes sortes de manipulations et vous ne trouverez jamais la solution. Vous n'y arriverez pas. Pour trouver la solution, il faut sortir de votre cadre mental. C'est-à-dire mobiliser en vous votre compétence heuristique. Donc, c'est-à-dire il ne faut pas raisonner en 2 dimensions, mais il faut ajouter une 3e dimension à votre réflexion. Et là, vous trouverez la solution du problème. Ça, c'est une tâche tout à fait typiquement humaine. Seulement, pour arriver à des tâches heuristiques, le problème, c'est que ça nous coûte beaucoup. C'est très coûteux intellectuellement, y compris biologiquement, en termes d'énergie biologique. Certains collègues l'ont montré par imagerie cérébrale, trouver des solutions inédites à un problème, ça nous coûte. Alors ça peut être réjouissant, mais la plupart d'entre nous, je me mets évidemment là-dedans, nous sommes plutôt ce qu'on appelle des avares cognitifs. C'est-à-dire des feignants, si vous voulez. Le mot est à la mode en ce moment. Nous sommes des feignants. Et nous allons chercher souvent le plus facile. Et nous sommes confrontés à un déluge d'informations. Alors donc, qu'allons-nous faire? Je répète ma question, le cerveau est assailli. Qu'allons-nous faire de notre temps de cerveau disponible? C'est pas évident, parce que précisément sur ce marché totalement dérégulé de l'information, il y a beaucoup de tentations. On parle d'infobésité. Vous avez entendu parler de ce terme, infobésité. Je trouve que c'est finalement une belle image, parce que ça rappelle ce qui peut se passer sur le marché de l'alimentation. En un temps assez lointain, nous avons développé la capacité de stocker du sucre sous la forme de graisse. Ce qui est très intéressant, au Pléistocène par exemple, très intéressant quand le sucre est rare, parce que ça nous donne une réserve d'énergie disponible. Seulement, dans une société où on fabrique le sucre en quantité industrielle, ça fait une société d'obèses.
Et quand le marché de l'alimentation est dérégulé, c'est-à-dire mondialisé, etc., qu'est-ce que ça donne? Ça donne des sociétés où on mange des pizzas, du kebab, des pâtes, des hamburgers. Qu'est-ce qui est mondialisé? C'est précisément des propositions alimentaires qui vont dans le sens de nos compulsions organiques. Et le marché de l'information étant dérégulé, le risque est fort qu'il ne nous propose que ce qui va dans le sens des pentes naturelles de notre esprit. Une forme de démagogie cognitive généralisée. Parce que notre cerveau est un outil formidable, mais il nous trompe systématiquement dans certains cas. Prenez l'exemple le plus classique, celui des illusions d'optique. Vous voyez, A et B, dans ce cas de figure, sont de la même couleur. Ça, c'est une vérité, mais notre cerveau nous interdit d'accéder à cette vérité. Parce que la mise en scène de cette information nous fait voir autre chose. Si je fais disparaître cette mise en scène, vous voyez bien que les cases sont de la même couleur. Si je fais réapparaître cette mise en scène, vous ne les voyez plus de la même couleur. D'accord? Donc en fait, le marché de l'information s'organise de plus en plus pour jouer non seulement sur les illusions qu'on appelle d'optique, mais sur les illusions cognitives. On en a dénombré plus de 150 à l'heure actuelle, et on en rencontre ces illusions cognitives, ces biais cognitifs, on les rencontre des milliers de fois tous les jours. Et en plus de ça, nous avons une appétence, comme pour la nourriture, pour le sucre et la graisse, nous avons une appétence aussi pour ce qu'on pourrait appeler finalement la junk information. Par exemple, je me suis posé cette question à l'occasion de la nomination du nouveau gouvernement. Je savais pas bien qui était Édouard Philippe, c'est pas très glorieux, mais bon voilà, je savais qu'il avait été maire d'une ville, etc. Alors je suis allé chercher tout simplement sur Google, mais qui est cet Édouard Philippe exactement? Ce que beaucoup de gens ont dû faire, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont cherché comme information sur Édouard Philippe? Et ça, on peut le savoir grâce à un petit algorithme dans Google, hein, qui est la Google préférence. Et voilà ce qu'on trouve en fait. Qu'est-ce que les gens ont cherché sur Édouard Philippe? C'est s'il était marié, sa vie privée, s'il avait une épouse, à quoi il ressemblait quand il était jeune. Et je l'ai fait sur tous les membres du gouvernement et sur tous les candidats à l'élection présidentielle, et on trouvait à peu près la même chose. Avec cette différence pour l'élection présidentielle, c'est quand c'était des hommes qui se présentaient, on cherchait leur taille. Est-ce que François Hollande est plus grand que Nicolas Sarkozy? Ça nous intéresse. Bon. Et je jette pas la pierre à ceux qu'il faut, je suis pareil. Je suis médiocre moi aussi. Ce que révèle cette dérégulation du marché de l'information, dans le fond, c'est notre médiocrité collective. Donc je répète cette question, et je la pose à Pierre-Marie, qui pourra peut-être y répondre partiellement seulement, et je renvoie ça à nos échanges dans la salle. Qu'allons-nous faire de nos cerveaux? Puisque devant nous, nous sommes contemporains d'un bras de fer qui vient de s'engager en quelque sorte entre la démocratie des crédules et la démocratie de la connaissance, laquelle va l'emporter. Merci Gérald. Pardon. La première chose, c'est que quand j'entends parler d'infobésité, le vrai problème, c'est l'infodigestion. C'est qu'est-ce que mon cerveau va faire de cette masse de données, alors que ça peut alimenter une intelligence artificielle, ça alimentera certainement moins bien une intelligence humaine, voire l'explication de ce tsunami, de cette vague qui concerne les troubles de la santé mentale, et je pense essentiellement aux troubles de la maladaptation. Le sujet n'est plus adapté aujourd'hui. Il est plus adapté à quoi? En fait, à ce genre de stimuli pour notre cerveau, c'est-à-dire des informations dénudées d'un contenu sémantique. On nous fait savoir mais pas comprendre. Ça, c'est donc l'idée de l'infodigestion, c'est de nous aider à faire comprendre mais pas savoir. Je reviens juste sur l'idée que tu as lancée dans le débat sur la différence entre l'animal et l'humain. Je crois que évidemment la première dimension, le premier qui va distinguer l'humain des autres animaux, c'est cette capacité qu'a l'humain de s'auto-transformer, de s'auto-domestiquer. Dès l'instant où l'humain invente des outils, l'usage de ces outils, en retour, façonne son cerveau. C'est ça le processus d'auto-transformation. Et donc, à chaque fois qu'on a croisé des ingénieurs, des Steve Jobs et autres, des urbanistes qui font que notre environnement change, hein. Rappelez-vous la pensée bouddhiste, rien n'est permanent sauf le changement. Eh bien, c'est finalement ce changement qui continue à nourrir notre cerveau et à le rendre dynamique, flexible et modifié.
Donc cette histoire d'une auto-transformation, finalement, va démarrer, comme je vous l'ai dit, à peu près il y a 250 000 années où l'homme de Néandertal, finalement, invente par cette volonté de partager l'information, il invente finalement ce qu'on va appeler l'ébauche de ce qu'on appelle aujourd'hui l'empathie, la capacité de lire les intentions d'autrui, la capacité de partager les émotions, de les deviner, de les lire et de les partager. Et ça va être une aventure qui va évidemment être transformée et la source de toutes les forces qui vont faire que l'humain moderne va inventer ces outils par d'abord animé d'une vision très anthropomorphique. Les outils qui vont être inventés à l'image de ce qu'a l'humain de lui-même. Et ces outils-là vont être d'abord, comme tu l'as rappelé, des outils qui vont nous débarrasser de tout ce qui est avilissant, de tout ce qui est fatigant, et donc chercher à produire moins d'efforts pour toujours le même travail produit. On se rappelle de toutes les machines, les belles machines qu'on trouve dans les fameux codex de Léonard de Vinci, donc à la Renaissance. On se rappelle des belles images, des schémas, des automates du siècle des Lumières, le fameux canard de Vaucanson par exemple, capable de mimer la digestion. Donc voilà, c'est l'idée où on a cette vision très mécanique du corps, et cette vision mécanique du corps, bien on cherche à l'externaliser et à avoir des objets, des outils que l'humain va utiliser à l'image de ce que est l'humain de lui-même. Et puis on va avoir au XVIIIe et XIXe siècle les fameux robots qui vont faire que toutes les tâches difficiles, fastidieuses, routinières, voire dangereuses, peuvent être déléguées à des robots. Donc toujours cette idée de qualité de vie que l'on améliore par ce truchement. Et puis arrivent les années 50 où l'on va inventer l'intelligence artificielle, de nouveau, par cette volonté de projeter le fonctionnement du corps humain, et en l'occurrence ici, je parle d'intelligence artificielle inspirée par d'abord les premiers linguistes qui vont décrire comment la pensée s'organise, se structure, et c'est ainsi que l'intelligence artificielle va pouvoir démarrer. Son problème, c'est qu'elle démarre trop tôt, puisque le côté hardware n'est pas encore prêt, et donc ça va être une tentative dans les années 50-60 qui va très vite avorter. Donc on en est à l'idée que l'humain est devenu ce qu'il est avec cette capacité d'homo creativus, de produire, de créer, d'inventer, eh bien parce que il est déjà un être hyper social. Et cette volonté de partager en permanence et de créer une dynamique collective va conduire à revoir les schémas de l'altérité. C'est-à-dire que très vite, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, très vite le discernement entre l'humain et le non-humain, ou l'alter ego, va être complètement bouleversé et je dirais presque même malmené, dans la mesure où par cette forme d'atavisme ou d'anthropomorphisme, on peut voir dans un robot et finalement une forme humaine. Comme je le disais tout à l'heure, des amis qui m'ont invité il n'y a pas très longtemps à dîner, et on a interrompu le dîner juste pour me dire que tiens, regarde, l'aspirateur qui était automatique était en train de chercher des miettes, il cherchait, ensuite il avait décidé d'aller se recharger, etc. Donc il y avait une projection de la pensée humaine que l'on avait mis dans ces outils électroniques. On parle même de suicide de robots, et on est en train même aujourd'hui d'ébaucher une charte pour les droits des robots, et non plus donc de l'humain. Donc vous voyez combien cette vision de l'altérité est en train d'être pervertie, parce que au départ, cette force qui a poussé l'humanité à partager et à externaliser les fonctions mentales, eh bien, fait qu'aujourd'hui, nous allons revisiter ce qui est du domaine de l'humain, de l'animal et de la machine. Et il y a là maintenant un continuum qui est en train d'être produit,
qui fait qu'une grande partie des confusions que l'on vit aujourd'hui dans la société vient de ce manque de discernement. Et je sais que mon temps est imparti, mais je vais juste attirer votre attention sur le fait que ce que l'on vit là n'est pas tout à fait nouveau, puisque à chaque fois qu'il y a eu émergence de nouveaux outils, vraiment d'une rupture épistémologique, d'une vraie révolution, bien il y a eu aussi modification de la société. La fameuse pédagogie, la paidia des Grecs, vient parce que il y a cette volonté donc de diffuser massivement l'usage d'outils, d'écriture. Donc l'écriture a fait que l'éducation va naître. Plus proche de nous, la révolution, la Renaissance et l'arrivée, l'avènement d'un autre outil qui est le livre fera qu'il y a ce besoin de diffuser massivement cet outil et la connaissance qui va avec. Donc l'humain est dans une espèce de culture cumulée qui fait qu'on cherche à capitaliser tous sur les acquis de nos prédécesseurs. Et puis arrive cette troisième forme de révolution où le digital, de nouveau, nous oblige à repenser le modèle de l'humain à côté de la machine, de l'humain voire introduisant des composés artificiels, et c'est les fameux cyborgs, qui font que aujourd'hui la notion d'altérité, la notion d'externalisation des fonctions cognitives que l'on délègue à des ordinateurs ou à vos téléphones de vos amis, vous les avez délégués dans votre téléphone, mais plus dans votre mémoire. Votre mémoire a été en somme externalisée. Et donc ceci est en train de bousculer un petit peu les définitions ou les valeurs qu'on pouvait attribuer à l'humain et nous invite donc à repenser un modèle de société où finalement la force qui a produit ce que l'on est aujourd'hui, c'est-à-dire le partage et la collaboration, est en fait un peu malmenée puisque aujourd'hui c'est plutôt de l'ordre du GAFA que ce qu'on peut capitaliser sur l'émergence de cette intelligence artificielle qui se fait donc au détriment de la majorité. Donc il y a un principe là qui avait animé la révolution des Lumières et d'autres sur le côté équité et universel, qui fait qu'aujourd'hui ces deux valeurs-là sont très malmenées avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Et donc c'est à nous de nous réapproprier le mode opératoire que nous voulons, quel écosystème pour l'humain de demain, sachant que ce qui a motivé l'humain, c'est le partage, et donc le cerveau de l'humain est une chambre d'écho de l'autre. Donc nous n'avons de cesse que de vouloir, de toute façon, en permanence, partager. On le voit avec Wikipédia, on le voit avec toutes ces formes de réseaux sociaux où nous cherchons tous à partager. La question est d'aujourd'hui, est-ce que ce partage est équitable? Oui ou non? Est-ce que certains ne sont pas en train déjà de manipuler les autres, la majorité, vous voyez. Donc, les théories du complot, tout ce que l'on voit émerger aujourd'hui dans les formes de réseaux sociaux, où le libre arbitre du sujet, finalement, est très vite malmené. J'ai dû dépasser. Hein. Alors, je vous remercie tous les deux, bien sûr. Et Gérard, je voulais te remercier particulièrement parce que je viens d'apprendre que j'étais atteint de démagogie cognitive. Ça me rassure, je ne suis pas paresseux. Et je suis sûr que Pierre-Marie a une pastille pour ça. Hein. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer une petite dizaine de minutes à discuter avec votre voisin de vos surprises, de ce que vous apportent des réflexions que vous amènent ces exposés. Donc, est-ce que vous avez des tâches heuristiques? Qu'est-ce que vous allez faire de votre temps au cerveau disponible? Est-ce que vous êtes vous aussi atteint de démagogie cognitive? Donc, je vous laisse discuter entre vous pendant une dizaine de minutes. Et je sonnerai la cloche quand ça sera fini. Et à partir de là, vous pourrez poser des questions à nos experts. Eh bien, on va passer maintenant à un temps de questions-réponses. Vous avez 2 micros qui circulent dans les 2 allées. Donc, levez la main, essayez d'avoir des questions courtes et faites-nous part de vos surprises. Merci. Je vais avoir une question un peu facho. Je suis une grande lectrice de science-fiction qui est un peu notre façon d'être vigilant, peut-être. Et quand on étudie les QI, il y a une courbe de Gauss qui donne un élément effrayant un peu.
que la moitié de la population va être dans une grande difficulté d'avoir justement une créativité heuristique. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Comment on va faire pour qu'ils gardent une dignité et qu'ils ne soient pas dans l'envie de ceux qui deviendront les intelligents, ou je ne sais pas quoi, ou les possédants, ou les puissants. Quelle est votre vision de ça? Excusez-moi si je suis trop bref dans ma réponse, mais je crois que la règle du jeu, c'est d'être bref pour avoir un maximum de questions, et donc ensuite on pourra prolonger, mais en ayant déjà dit ça, je suis trop long. Je vais répondre donc très rapidement, puis je pense que Gérard aussi voudra rebondir sur ce que je vais dire. Premièrement, le QI ne mesure pas toute la capacité qu'a un cerveau de produire de l'activité mentale. Ce n'est qu'une fraction de ce que nous produisons dans notre cerveau. Il y a au moins 8 ou 9 formes d'intelligence, telles que Gardner, psychologue à Harvard, les avait définies. Donc, que le QI se présente sous une forme gaussienne, tant mieux. Deuxièmement, que le QI diminue depuis 2015, tant mieux. Parce que finalement, ce qu'on fait dans la mesure du QI, c'est de mesurer certaines compétences qu'a notre cerveau, mais depuis qu'il délègue à d'autres, notamment aux puces en silicone, notre mémoire de travail diminue. Donc, que le QI diminue, c'est comme si on me disait que nos muscles diminuent. On a inventé des grues, on a inventé des brouettes, et donc tant mieux. Le tout est de savoir comment nous allons nous adapter. Et là, il y a peut-être juste une réflexion, j'ai pas encore la réponse, mais si vous voulez, ce qui définit l'humain, contrairement aux autres animaux, là on peut le rajouter encore dans la liste des distinctions, c'est ce qu'on appelle l'idiosyncrasie, c'est-à-dire que chaque humain est sur une trajectoire et il veut être unique. Les chemins de la liberté, comme disait Sartre. Et là, c'est assez intéressant de voir que cette fonction, cette disposition que nous avons de vouloir nous tailler un cerveau sur mesure, mais qui soit vraiment unique et non pas la copie conforme de nos voisins, eh bien là, elle va être malmenée par l'arrivée de l'intelligence artificielle, de pensées qui sont consignées sous forme d'algorithmes, et donc de voir notre pensée, la pensée humaine, finalement, qui était tellement diverse et variée, bien se réduire parce qu'on aura tous voilà, un cahier des charges policé, bien structuré, où finalement les déviants de la pensée, ceux qui créent, vont être limités dans leur pouvoir de création. Donc ça, c'est mon côté un peu cynique par rapport à l'intelligence artificielle.